Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à la rencontre d'Alexandre Goria. Alexandre, c'est un pêcheur à la mouche exceptionnel, spécialiste de la traque des grosses truites, de la carpe à vue, et qui, quand il le peut, va chasser les gros permites et les bonnes fiches aux quatre coins du monde. C'est parti. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexandre Goria. Alexandre Goria, c'est le gars qui pourrit mon feed Instagram avec des photos de truites monstrueuses et terriblement agaçantes. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent en savoir plus, bah, Alexandre, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es? Oui, bah déjà, en premier lieu, tenais à te remercier pour l'invitation parce que c'est sympa de penser à moi pour ça parce que il y a déjà eu des grands noms qui sont passés devant moi là que j'ai vu passer donc c'est sympa. Merci. De rien. Moi c'est Alexandre Goria, j'ai 45 ans on va dire un peu plus maintenant. Je suis né en région parisienne mais j'ai grandi dans le Morvan en Bourgogne et j'ai commencé la pêche, j'avais 4-5 ans peut-être. Et depuis, ça m'a pas quitté. Et depuis le milieu des années 90, j'ai découvert la pêche à la mouche, qui a été une révélation. Et maintenant, c'est quasiment que mouche. Un petit peu de pêche au leurre quand même, mais c'est surtout la mouche qui me fait vibrer. Ok, on s'est rencontrés à l'époque de mémoire du site pêcheaubar.com. Oui. Ça nous rajeunit pas. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse d'ailleurs. C'était hier. Où- c'est ça, où tu nous faisais déjà part de tes exploits sur le sujet. Euh, j'ai vu plein de choses sur les poissons que tu pêches, etc. On a parlé de truite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique de la pêche à la mouche? Quelle place ça prend? Qu'est-ce que tu pêches? Où tu pêches? Voilà, qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors déjà, enfin que ce soit à la mouche et on va dire les autres pêches, moi c'est les pêches à vue qui me font kiffer quoi. Faut que je puisse voir le poisson pour et après il y a toute cette adrénaline qui vient quand on voit le poisson se décaler et tout, que ce soit sur des leurres de surface quand on pêche le bar ou la truite en inf ou en sèche. Donc c'est surtout les pêches à vue qui me font délirer quoi. Ok. Le principe de cet échange, c'est de nous parler de nous raconter un de tes plus beaux moments de pêche. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas forcément la course au record, bien au contraire, puisqu'on a tous commencé la pêche pour être avec les copains, être avec la famille, être au calme, etc. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, Alexandre, ton plus beau moment, ton plus beau souvenir de pêche? Ah, plus beau, je sais pas, mais il y en a plein qui me reviennent en tête. Un truc qui me fait vibrer ces derniers temps, c'est la pêche de la carpe à la mouche, par exemple. Et c'est une pêche un peu particulière, et j'y étais encore allez, il y a un mois de ça. Et c'est magnifique. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait de la pêche à la carpe où on est posé et on attend que ça morde. Et voilà. Ça se rapproche vraiment de la pêche à la truite que je pratique. Donc je fais ça dans le sud de la France, dans des rivières très claires où il y a du courant. Et, euh, et on essaie d'intercepter les carpes qui se baladent comme ça, qui s'alimentent. Et voilà, quoi. C'est une pêche qui est vraiment magnifique, quoi. Et justement, comment tu les repères ces carpes parce que on n'est pas habitué à, enfin de temps en temps l'été, tu les vois nager en surface, etc. Là, tu parles de pêche à la mouche, de pêche à vue. Ouais. La carpe, on est plutôt habitué à tendre des lignes à 20-30 mètres du bord où tu les vois pas, tu espères qu'elles soient là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu les traques? Tu marches des longues heures, tu vas sur des spots spécifiques. Enfin, voilà, c'est quoi la traque de Bah, ces carpes à la mouche? déjà, c'est de trouver des rivières où l'eau est claire, l'eau est vraiment cristalline, donc les carpes, je les repère des fois à une trentaine de mètres, quand elles sont dans peu d'eau, on peut les voir, quoi. C'est pas du tout des eaux opaques, c'est vraiment des eaux cristallines et je les repère comme ça. Donc par contre, bah faut marcher, comme toutes les pêches à vue, comme à la truite et tout ça. Une journée moyenne, c'est entre 7 km et 10-12 km, quoi. Ça, c'est D'accord. des journées moyennes de pêche à vue, que ce soit la carpe ou la truite, quoi. Et pour combien de poissons que que tu vas pêcher justement? Parce que quand, comme moi, tu pêches au leurre, tu fais du kilomètre et puis tu envoies. Toi, combien de poissons tu vas pêcher du coup si tu les pêches à vue sur, je sais pas, sur 10 kilomètres? Ça peut être zéro, D'accord. ça peut être zéro. Et pour les carpes, une journée sympa à la carpe, ça va être déjà 7-8 poissons. 7-8 poissons dans la journée, c'est déjà une belle journée, quoi. Ok.
Ok. Alors j'ai un ami qui me racontait ça sur la pêche à la mouche. Il s'asseyait, il attendait des heures de voir sur quoi elle monte, comment, etc. Toi, comment tu fais? Tu marches, tu repères un poisson. C'est quoi le process derrière? Bah, ça m'arrive de rester regarder un poisson, en général sur les gros poissons. Les gros poissons, ben, on essaie d'y passer plus de temps. S'il est gros, c'est qu'il est malin et tout. Donc là, on va revenir aux truites. Certaines truites, elles ont des circuits établis. Donc c'est-à-dire elle va passer, elle repassera au même endroit peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Elle va faire son tour et elle revient. Certains poissons, ils ont des circuits établis comme ça. Et dès qu'il y a un truc pas normal dans son environnement, dans son circuit, ben, elle part à la niche, on ne la revoit pas de la journée. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître son circuit. On se positionne, on bouge pas, on se camoufle. Et même pour les plus compliqués, on jette la nymphe et on attend qu'elle arrive. Et au moment où elle arrive, on décolle la nymphe du fond du substrat, et, comme une nymphe naturelle. Et là, elle vient la prendre. Dans le meilleur des cas, elle vient la prendre. Mais Ok. sinon, une journée classique, bah, les rivières que je pratique, ça fait des années que je pratique, donc je connais un peu les spots. Donc je saute de spot en spot et je sais à peu près en fonction des niveaux, parce que pareil, les niveaux d'eau vont être importants. En fonction des niveaux, je sais à peu près où je vais trouver les poissons. Mais D'accord. Et ça m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est un sujet qu'on utilise beaucoup en pêche en mer. Il y a 11,50 m, 11, enfin voilà, selon les spots, etc. Est-ce que tu as, toi, je sais pas, tu te dis, quand tu parles de hauteur, c'est tel spot qui est adressable si l'eau elle est là. Je sais qu'elles sont toutes dans 50 centimètres d'eau, donc je vais chercher des spots à 50 centimètres d'eau. Ça veut dire quoi pour toi la hauteur dans une rivière? alors, enfin, on va pas parler vraiment de hauteur, on va parler de débit. D'accord. On a des débits d'eau, et en fonction du débit, bah, certains spots seront bons et d'autres seront moins bons. C'est-à-dire que déjà, généralement, quand les débits poussent un petit peu, sont plus hauts que la normale. Alors après, faut se rendre sur place. Il y a une histoire de débit et de clarté de l'eau. Mais en D'accord. général, maintenant, je connais un petit peu. Donc, avec un débit assez fort et une eau un petit peu piquée, pas forcément claire, mais un petit peu piquée, ça va être très bon pour la pêche en sèche, par exemple. D'accord. Va y avoir pas mal d'éclosions et les insectes à la surface vont faire monter les truites en surface, quoi. Et à Ok. contrario, quand les débits seront très bas, bah, ça va être plus en infra vue. Il y aura moins de courant, ça sera plus facile de les remarquer. Et voilà, il y aura moins, les spots seront un petit peu moins profonds et ça sera plus facile de les trouver, quoi. Ok. Donc il y a vraiment une corrélation au niveau des niveaux d'eau. Niveau d'eau et météo, je veux dire, parce que la pêche à la truite à la mouche, c'est très dépendant de l'activité larvaire, quoi. Ok. Et tout ce qui est éclosion se passe on va dire quand les pressions diminuent, quand le temps est mauvais. Le top, c'est une petite pluie fine, par exemple. Quand il y a une petite pluie fine, la pression atmosphérique va descendre et du coup, les éclosions auront lieu plus facilement. D'accord. Donc toi, t'as les yeux rivés sur le baromètre. Ah, j'ai pas les yeux rivés sur le baromètre, mais avant d'aller à la pêche, je jette un petit coup d'œil et je regarde comment ça réagit entre les niveaux D'accord. d'eau et le baromètre. D'accord. Et en fonction de ça, c'est là où tu vas choisir, ok, j'emmène une boîte de sèche, une boîte de nymphe, ça va se jouer comme ça, J'ai etc. toujours tout plein de trucs sur moi, donc ça, j'ai toujours la peur de manquer. Donc mon gilet, il est plein à craquer de mouches, donc ça, c'est pas un souci. Mais je vais plus m'orienter sur les spots où je sais que je vais trouver des gobages. Et à contrario, si c'est bas, c'est-à-dire sur des spots un peu plus lents, où je sais que des truites vont être en maraude, vont se balader sur les bordures, quoi. D'accord. Ok. Ok, très clair. Super. J'ai vu depuis les années que je te suis des photos de poissons énormes, d'une truite de 80. Je t'ai vu faire des marmoratas si ma mémoire est bonne. Oui, oui, oui. Euh, J'étais encore en Slovénie il y a 15 jours, 3 semaines, où on a pris des marmoratas, moins grosses que celles que tu dois faire allusion, mais on a fait des jolis poissons quand même, c'était sympa. d'accord. Et ça, c'est des poissons qui se pêchent comme les truites qu'on a. Pareil. Ouais. Ouais, même chose. Même chose, elles D'accord. sont un petit peu plus carnassières, donc certaines, je vais les pêcher au stream à vue, avec des petits streamers, des petites imitations. Mais après, là c'est des plus petits poissons, entre guillemets, c'est des poissons de 50, hein. Mais on en a pris en sèche, on en a pris en nymphe à vue, classiquement comme les truites, quoi. Mais les D'accord. grosses sont un peu plus carnassières, hein. Les grosses marmoratas, c'est un peu plus carnassier. Ok. Et tu utilises le même matériel pour pêcher, je sais pas, même la grosse que j'ai vue, c'est une
enfin celle de 80 là, c'est une truite que tu as fait en France, si je me trompe Oui, pas. oui. Ouais, ouais, avec la même canne, la même soie, le même moulinet. C'est juste que sur ce secteur-là, il y a peu de poissons, mais des très gros. Donc en taille de fil, en taille de diamètre de fil en pointe, j'étais plus gros que la norme. D'habitude, je pêche en 15 centièmes ou en 12 centièmes. Là, j'étais en 17,5. J'avais passé la taille au-dessus, quoi. D'accord. Pour des pêcheurs au leurre, 17,5, c'est super fin. Bon, bah, pour un pêcheur à la mouche, ça commence à être balèze. Et juste, moi je suis pas un grand pêcheur à la mouche. Je m'y suis essayé gamin. J'ai un peu pêché le saumon en Russie comme ça. Euh, Ça a toujours été pas très clair pour moi les sujets de soie, de canne. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment on choisit une canne pour pêcher la truite à la mouche, etc. Quels paramètres il faut prendre en compte? Qu'est-ce que ça veut dire la soie? Enfin bref, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la technique, toi qui es un super expert là-dessus? Alors, au niveau de la taille de soie, en fait, ça fonctionne comme la plage de puissance des canoleurs. Une 20-80 pour pêcher au manier. Voilà, c'est ta plage de puissance. Et ben, le numéro de soie, ça va être la plage de puissance de ta canne. Donc, entre guillemets, une canne pour soie de 5, tu vas pouvoir pêcher avec une 4, une 5 ou une 6 selon si t'aimes plus ou moins chargé. En général, bah, faut mieux respecter. Moi, je respecte. Mais voilà, les tailles de soie, c'est en fonction des puissances. Donc, on va pêcher la truite avec maintenant, avec les techniques modernes, même ils pêchent avec des soies numéro 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En moyenne, pour pêcher la truite, c'est 4 et 5. Pour pêcher la carpe, bah, il va falloir des cannes plus puissantes, donc je pêche avec des soies de 8, comme le D'accord. Bonefish. Donc en fait, ça va être vraiment la puissance de ta canne, le numéro de soie. D'accord. Et ensuite, les longueurs, bah, en pied, bah, pareil, hein, c'est les cannes au leurre, maintenant, il y en a de plus en plus que vous c'est exprimé en pied. Donc c'est Mhm. pareil. Donc la canne pour pêcher la truite, la canne référence, c'est la 9 pieds soie de 5. Donc à peu près 2,70 m pour une soie de 5. D'accord, ok. Ok, j'imagine que c'est pas la même canne pour pêcher en nymphe, pêcher en sèche, au streamer. Si, Enfin, si, c'est la même chose? moi j'utilise la même canne. Moi, D'accord. j'ai ma 9 pieds soit de 5 et je fais quasiment tout avec sèche, nymphe, petit streamer, donc faut pas que ce soit trop gros, mais des petits streams, si, ça passe. Ok. Parce que sinon les 10-12 km avec deux ou trois cannes sur le dos, c'est long. Puis sur le dos et surtout dans les bosquets, parce qu'on est souvent dans la végétation dense, donc des fois c'est difficile de progresser. Donc déjà avec une canne on s'embête, alors avec deux ou trois ouais, ça serait vite compliqué. Ok, Mais donc t'es un peu plus raisonnable que les pêcheurs au leurre finalement. bah, je suis raisonnable au niveau des cannes, mais pas au niveau des boîtes à mouches dans le gilet. Ok. Ok. J'ai vu aussi, on en parlait tout à l'heure, que tu as pêché le thon. Alors, tu disais juste avant l'épisode, t'es pas l'expert de la pêche du thon à la mouche, mais tu t'y es quand même essayé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Je crois que c'était avec Cyril que j'ai reçu il y a pas longtemps. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette session de pêche au thon que tu as fait sur son bateau? Alors Cyril, c'était pas la mouche, c'était mon Ah, premier thon et qui était au leurre avec Cyril. ok, Donc j'ai pêché une fois le thon à la mouche et c'était côté Pays Basque. ok, Donc c'était vraiment pour le défi parce que on est quand même plus efficace au leurre quoi, pour se rapprocher des chasses. Au leurre, avec les casting jigs, on arrive à rester à 60, soit 70, 80 mètres. À la mouche, j'arrive pas à acheter à 80 mètres, hein, donc on arrive à acheter à 25, 30 mètres, donc il faut se rapprocher très très près des chasses. Et donc, bah, on en approche un paquet et c'est souvent qu'elle se barre, quoi. Donc, d'accord, ok. c'est vraiment plus par le défi. Par Et tu as contre, réussi à tu as réussi à en toucher un? ouais, on en a fait un. Par contre, au niveau du combat, bah, bizarrement, ça va beaucoup plus vite. Donc, on était avec une 9 pieds soit de 10, je crois, de mémoire. Ouais, ça doit être ça avec la 9 pieds soit de 10. Et une soie de 10, bah, c'est très gros en termes de diamètre. Donc en fait, du coup, le thon a traîné cette grosse soie dans l'eau, bah, ça le fatigue vachement plus vite, on a remarqué. Parce que D'accord. c'était un poisson de, je sais plus, aux alentours de 25 kilos.
et je l'ai ramené au bateau assez rapidement. Et je pense que c'est dû à la soie et aussi à la canne à mouche qui absorbe vachement et je pense qui est plus parabolique qu'une canne au leurre, donc qui absorbe plus les mouvements du poisson. Et ouais, je trouve qu'on l'a fatigué vachement plus vite qu'un poisson au leurre. J'ai trouvé. Ok, ok, chouette. Et donc, t'en as fait qu'un. Enfin, qu'un, entre Ouais, guillemets, ouais, ouais, déjà ouais, un. ouais. J'y étais une fois, j'en ai fait un. C'est C'est déjà déjà bien. chouette, ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Et par rapport aux poissons exotiques, parce que j'ai vu aussi des permites, j'ai vu aussi des bonnes fiches, c'est le même matos, c'est les mêmes enjeux, enfin... Ah bah, est-ce- le permit, ça a une place particulière. C'est le Graal du pêcheur à la mouche en mer. Il y a des gars, ils font plusieurs voyages, de nombreux voyages avant d'en prendre un. Donc Tu sais que j'en ai le fait un permit, au leurre. Je oui, te ça coupe. arrive, ça J'en ai arrive, fait ça un arrive. au leurre en Floride, un gros, un truc de 10 kilos, magique. Ouais, balèze. Mais voilà, tu peux dire que tu as fait un permit parce que c'est pas tout le monde qui a fait un permit. Même au leurre, je pense que ça compte un permit. Ouais, j'ai pas fait exprès, mais... Ça faut pas le dire. Et ok. Et Mais donc voilà, bonne fiche, ça va être le même matériel avec lequel je pêche la carpe. Ça va être des ensembles en soie de 8, 9 pieds soie de d'accord. 8. Ok. Le permis généralement, c'est soie de 9 ou les gros soie de 10. Là, le dernier que j'ai fait au mois de février, je l'ai pris avec une soie de 10. Et tarpon, ça va être soit de 10, 10 pour les petits jusqu'à 80 cm, 1 mètre, jusqu'à 10-12 kilos. Et après, on peut passer aux tailles plus grosses pour les gros jusqu'à soit de 12, quoi. D'accord. Et tu as fait ça aussi, les tarpons à la mouche? Oui, ça, j'ai fait à Cuba, j'ai fait des tarpons à la mouche. Ouais. Ah, trop bien, ça me fait rêver. Et pareil à vue, on était sur des hauts fonds où il y avait, bah, on pouvait pas être à pied par contre, on était en bateau, il y avait 1,50 m, 2 mètres d'eau, et on cherchait les tarpons, et on en a fait quelques-uns comme ça à vue, et ouais, c'est D'accord. génial, parce que là, le tarpon, c'est vraiment la décharge électrique à la touche, hein, Mais ça, du coup, c'est le truc qu'on voit en vidéo souvent avec le gars qui a sa perche, t'avances c'est ça, doucement. c'est exactement ça, c'est cette Ok. pêche-là. Et tu Et suis les poissons combien de temps avant de pouvoir envoyer dessus? Parce que enfin, c'est pas comme un leurre, quoi. Tu balances pas Bah non, en speed. ça c'est le boulot du guide, c'est de trouver les poissons et de les intercepter en fait, parce que tu peux pas leur courir après. Ils nagent tellement vite que voilà. Donc ils voient, et on va dire que s'ils arrivent de la gauche, ils se mettent sur leur chemin un peu à l'aval, à droite, de sorte qu'ils passent pas trop loin à distance de lancer, quoi. D'accord. Ok, chouette. Et combien de temps pour sortir un tarpon de l'eau? Ça va dépendre de la taille, mais non, c'est pas très long. Le dernier permit que j'ai pris, qui était gros là, au mois de février, on a regardé parce que ça a été tout filmé. Je crois ça a duré presque une vingtaine de minutes, 18 minutes, je D'accord. crois, de mémoire. Quand Et même. ça n'a pas duré plus longtemps parce que le guide a été le chercher. On était sur un flat où on avait pied et il l'a chopé par la queue. Donc voilà. Mais D'accord. si je devais moi l'attraper, moi personnellement, ça aurait duré encore, je pense, 10 minutes, un quart d'heure D'accord. Ok. pour l'amener à portée de tir. Ok, ok, ok. Tu nous as parlé rapidement de ta pêche à la carpe, etc. Mais je reste un peu sur ma faim. Moi, j'ai pas. Tu m'as pas raconté une belle session de pêche. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens, dont tu te souviendras? Ça peut être un moment partagé, un moment solo, un lever de soleil, un poisson de dingue que t'as observé pendant 3 heures. Est-ce que tu peux nous... Ah ouais, je Alors, suis sûr que tu fais des beaux moments en pêche à la mouche comme ça. ah bah oui, ouais, ouais. Et puis et l'avantage, c'est qu'on peut les partager ces moments-là, quoi. Parce que vu que je pêche à vue, si j'ai quelqu'un avec moi qui reste derrière moi, s'il connaît pas trop, il reste derrière moi et je le fais venir, voilà. Et donc bah, là, pour parler d'un joli coup de ligne, un truc qui me reste en mémoire, ça va être, c'était l'année dernière. C'est mon papa qui m'a fait connaître la pêche et lui, il a totalement arrêté la pêche, quoi. Et l'année dernière, bah, c'était il y a un an hier, puisque j'ai envoyé la photo à ma mère hier. Donc c'était il y a un an hier. La rivière était assez haute, donc pas possible de pêcher à vue, mais je me doutais qu'en sèche, il y allait avoir moyen. Et mes parents étaient dans le coin, donc j'ai dit à mon père, bah, si tu veux, on va à la pêche 1 heure ou 2. Là, c'était le bon moment, au milieu de journée et tout ça. Je lui dis, viens, et puis comme ça, tu vas voir. Et donc, il est venu avec moi et on a trouvé un poisson qui gobait à 2 mètres du bord et
on l'a pas pêché pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je lui ai juste montré, fait regarder. Et il était comme un gamin, quoi. Il dit, mais, putain, mais elle est énorme. Je lui fais, bah non, c'est un poisson normal. C'est un poisson qui faisait une cinquantaine de centimètres. Pour nous, venant du Morvan, c'est énorme parce qu'il n'y en a pas de cette taille-là dans le Morvan. Mais oui, il était comme un gamin à regarder ce poisson gobé. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bah ouais, bah, maintenant, il va falloir que j'aille la pêcher quand même. Il me fait, bah ouais, ouais, ouais. Donc je suis descendu à l'aval. Lui, il est resté en surplomb, donc il voyait toute la scène. Et donc je me suis mis à l'aval, 7-8 mètres en dessous le poisson. Je suis passé une première fois pour voir un petit peu sur sa droite pour voir comment passer. En général, c'est ce que je fais. Je fais un passage pas directement sur le poisson pour voir les contre-courants et tout ça, pour pas que ce qu'on appelle pas que ça drague. En fait, Oui. faut que ta mouche elle dérive naturellement. Si Oui, tu le poses fameux trop, V derrière, hein, c'est ça qui pose voilà, problème. exactement. Si tu poses trop tendu, ta soie elle est emmenée par le courant et du coup elle tire ton bas de ligne et elle tire la mouche. Hmm. Donc, du coup, c'est pas naturel. Donc, pour éviter ce phénomène-là, en général, je fais un posé un peu plus court ou un peu plus sur la droite du poisson pour voir comment ça gère. Et donc, j'ai fait un posé pour me régler et tout ça. J'ai vu comment c'était. Après, j'ai posé 1 mètre devant le poisson. Et mon père était comme un dingue. Il me dit, elle y va, elle y va, elle y va. J'ai fait, ouais, mais t'inquiète pas. Elle est montée tout doucement, elle a pris la mouche, j'ai ferré, j'ai combattu le poisson, je l'ai mis en épuisette, on a fait la séance photo. Mon papa a tenu la truite et j'ai fait la séance photo comme si c'était lui qui l'avait prise. Et voilà, Mhm. ça c'était marquant parce que c'est un peu une transmission. C'est lui qui m'a fait goûter à la pêche et qui m'a donné le virus. Et là, bien des années plus tard, maintenant, Hmm. je lui ai rendu l'appareil, quoi. Ah, trop chouette. Trop chouette. Bah, tu vois, ça, c'est un beau moment. Enfin, voilà, comme j'aime bien et comme j'ai envie d'entendre. Et je vais Euh, en donner un deuxième Vas-y. parce qu'il y a une seule fois un poisson qui m'a fait pleurer, qui m'a mis les larmes. C'était mon premier permit, en fait. Ah, ouais. Mon premier permit, c'était à Punta Alén au Mexique. Et à Punta Alén au Mexique, c'est une destination vraiment axée permit. Donc, si tu n'arrives pas à faire de permit, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques petits bonnes fiches, il y a d'autres poissons, mais j'y allais vraiment pour faire mon permit. Et la semaine se passe et toujours pas de permit, toujours pas de permit. Et on en voyait beaucoup et on n'arrivait pas à en faire, mais c'est ça la magie du permit parce que c'est un poisson qui rend fou à cause de ça. Et le vendredi après-midi, donc le dernier après-midi du séjour, j'ai fait ce permit et, j'étais ne sachant pas, enfin ne sachant pas pourquoi j'arrivais pas à en prendre, le dernier jour, j'étais descendu en taille de fil, j'étais en 25 centièmes, donc ce qui est ultra, ultra fin pour le permit. Et du coup, j'ai mis quasiment plus d'1 heure à le ramener le permit, en fait. D'accord. Donc ça a duré, tu as le temps de cogiter, tu as le temps de te dire qu'il va se décrocher, tout ça. Et une fois que le guide a la main dessus et tout ça, bah ouais, il m'a tiré les larmes, ce poisson, parce qu'il m'en a fait baver toute la semaine. Et puis voilà, un permit, c'est un permit. Et j'ai touché le Graal ce jour-là, quoi. Et toi qui as voyagé, le fameux Grand Slam avec le permit, le Beaune et le Tarpon, t'as fait? Non, j'ai pas pu. Là encore, donc là, mon dernier voyage en février à Roquez, il manquait le tarpon. J'ai fait un gros permis. Du coup, le guide, il a dit, bah, après, allez vite, on file sur le Grand Slam. Donc, j'ai rapidement fait. Non, on a essayé de faire le. Donc ça, c'était en fin de matinée. Je l'ai pris le permis. Donc tout l'après-midi, on a cherché à faire un tarpon. J'ai eu 2 occasions et bah, ils n'étaient pas au bout. Et en fin de journée, il a dit bon bah allez, on va aller faire le bonne fiche, mais il te manquera le permis. Donc je suis resté là-dessus. Et pareil au Mexique, il y a quelques années, j'avais fait 1 ou 2 permis dans la journée. On avait fait 1 ou 2 bonnes et on avait fini la journée à essayer de faire des baby tarpons et on n'en avait pas fait. Donc à chaque fois, c'est le tarpon qui manque au Grand Slam, mais c'est pas un truc auquel je cherche le cours, quoi. D'accord. Sur le papier, voilà, dire j'ai fait un Grand Slam, ouais, mais pour moi, avoir fait un permit, c'est plus important qu'avoir fait un Grand Slam. D'accord. Ok. Ah ouais, le permit, c'est là, Le Graal. exactement. Trop chouette. Trop chouette, trop chouette. Moi, j'aimerais vraiment pêcher. Je vois dans tes photos ces truites là, rayées, qu'il n'y a pas chez moi, il n'y a pas quand elles passent 30 centimètres, c'est déjà un exploit. Euh, T'as des conseils à me donner pour un jour l'attraper, cette fameuse truite rayée?
Bah, venir avec moi déjà. Je prends note. Mais non, bah, c'est ce qu'on appelle les zébrées franc-comtoises. Donc, faut venir au moins en Franche-Comté. Après, c'est tout ce qui est truite méditerranéenne. Donc là, moi, j'habite en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, on a des truites zébrées, pareil. Je pense dans les Sorgues, dans Vaucluse, pareil, elles sont zébrées. Voilà, tout ce qui est truite du bassin méditerranéen, en général, elles sont zébrées. Donc plus ou moins marquées. Mais c'est vrai que les plus connus, c'est les zébrées franc-comtoises, quoi. D'accord. Et Ok. pour avoir les zébrures encore plus marquées, il y a ce qu'on appelle les dormeuses. Donc, c'est des truites qui sont posées au fond. Personne ne sait si c'est une méthode de chasse ou si c'est qu'elles sont à moitié léthargiques ou quoi. Mais elles se posent au fond, elles se décolorent et en fait, elles deviennent presque blanches et les zébrures sont encore plus noires. Donc, tu les vois, les dormeuses, comme le nez au milieu de la figure, quoi. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Merci pour ces conseils et ce retour d'expérience sur la pêche à la mouche, ces belles aventures que tu as vécues. Est-ce qu'il y a une dernière chose que dont tu aimerais Alors, parler? bah, ouais, par contre, c'est un petit point noir. Vas-y. C'est vraiment la dégradation des milieux parce que donc ça fait des années que je pêche et il y a des rivières que je pêchais et ben, il y a quasiment plus de poissons dedans, quoi. Les truites et les ombres ont quasiment disparu de certaines rivières, quoi, alors qu'avant on venait quasiment de toute l'Europe pêcher ces poissons-là. Donc ça fait vraiment mal au cœur, hein, de perdre Et oui. et t'as une explication de ça? Est-ce que c'est lié à la surpêche? Est-ce que c'est lié à C'est l'agriculture, etc.? c'est- c'est plein de facteurs, mais les gros facteurs, ça va être l'agriculture. Agriculture et assainissement, quoi. Ok. Mais le gros facteur, c'est l'agriculture. La production de comté, elle a augmenté un truc de dingue ces dernières années. Et en fait, bah, tout ce qui est cette augmentation, voilà, est néfaste. Je dis pas qu'il faut pas produire de comté, mais là, ça rentre dans des proportions, c'est un truc de dingue, quoi. Et en D'accord. fait, bah, pour produire ce comté, bah, faut nourrir les vaches. Et pour nourrir les vaches, pour que l'herbe elle pousse plus vite, bah, les agriculteurs épandent le lisier. Et en D'accord. fait, bah, dès qu'ils annoncent la moindre goutte de pluie, c'est le défilé des tracteurs. Les tracteurs sont dans les champs et épandent le lisier. Ce lisier, bah, donc derrière, il pleut. Donc il y a une partie qui rentre dans le sol, mais une partie aussi est lessivée et part directement à la rivière. Et du coup, bah, le développement algal, ça colmate tout le fond de la rivière. Colmatage, bah, tout ce qui est les larves, tout ça, elles sont Hmm. asphyxiées. Il y a de moins en moins de larves dans la rivière, quoi. Ok, du coup, il n'y a plus de bouffe Ensuite, et... plus de bouffe, les poissons se nourrissent moins, donc ils deviennent plus faibles. Et bah, dès qu'il y a une petite bactérie, hein, une petite merdouille, dès qu'une truite est blessée, le meilleur exemple, c'est au moment de la repro, quand, bah, pour creuser le nid, bah, avec leur queue, elles frappent le sol pour creuser le nid sur les cailloux. Bah, ça leur enlève une part de mucus. Et le mucus, c'est la barrière de protection des poissons. Sans cette barrière, bah, la moindre petite bactérie bah, se met dessus et ce qu'on appelle les poissons chopent la mousse, la saproléniose, Je vois. et après meurt, quoi. Donc c'est hallucinant, quoi. Ok. Bah écoute, je Donc ça prends fait note. vraiment mal au cœur. Je crois que ce problème, il est un peu partout, même si certains tentent d'y travailler. Je crois qu'il y a encore Moi, je il y a parle encore du boulot. surtout de la Franche-Comté que je connais bien, mais il y a une rivière comme la Touvre, qui est une rivière de résurgence en Charente. C'est a priori, ils ont le même problème. La population chute beaucoup. Eux, c'est peut-être pas que, enfin, il y a peut-être un peu l'agriculture, mais c'est surtout les oiseaux aussi. Tout ce qui est cormoran et surtout le harle-bièvre. C'est deux oiseaux qui chassent, enfin qui mangent du poisson et qui chassent sous l'eau, qui nagent ultra vite pour les voir faire. C'est impressionnant, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment multifactoriel ce problème de chute des effectifs de poissons dans les rivières. Ok. Eh ben écoute, merci pour ce retour. Merci Alexandre d'avoir pris le temps de parler avec moi. Je suis très Bah, content depuis le temps qu'on s'était pas parlé. On a beaucoup comme j'ai parlé. dit au début, vraiment sympa d'avoir pensé à moi. C'est vraiment un honneur et Bah, c'est super. c'est normal, je te dis, moi je vois des photos monstrueuses sur mon fil Instagram. Je me suis dit, attends, je peux pas passer à côté de lui. Après, ton Euh, auditoire est peut-être plus pêche-au-leurre et va se dire qu'est-ce qui m'embête de la pêche à la mouche et tout, non, mais je suis ça peut pas être mal complémentaire. sollicité.
Je suis pas mal sollicité là-dessus d'ailleurs sur d'autres pêches. J'ai reçu des messages de gens qui sont intéressés de d'autres profils. On m'a mis en contact même avec d'autres personnes. Donc je suis en train de voir des gens du côté de la pêche au cou, du côté de la pêche handisport. Euh, voilà, moi je suis très pêche au leurre, mais je pêche aux appâts, etc. Je pêche au tog. J'ai fait de la compète de pêche au cou et moi je suis pas trop pour les, tu vois, pour les C'est précarés. ça. On On a parle de tout ça à la apprendre. pêche. On parle Mais de la ouais, pêche en général et faut pas faire des. Nous, pêcheurs à la mouche, on a l'image de chapeau à plumes, de élitisme et tout ça, mais voilà, il y a pas que la pêche à la mouche. Moi, je te dis, je pêche au leurre. Quand j'étais gamin, bah, j'ai débuté par la pêche du cendre au mormanier. J'ai pêché beaucoup à l'anglaise et au kiver. Enfin, voilà. La mais on, plupart des pêcheurs, on pêche un peu à tout, hein, de toute façon. Ben c'est ça, et puis on a tous des parcours à la fois de vie. Enfin, tu vois, moi j'étais en région parisienne, je pêche en eau douce. Maintenant, je suis en bord de mer, je pêche en mer. On a tous commencé par les gardons, par la C'est ça. carpe, etc. Et puis, je pense que peu importe la pêche que tu fais, le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est aussi là où tu progresses. T'apprends la finesse avec la pêche au cou, la pêche à la mouche. T'apprends autre chose avec la pêche au leurre, etc. Et puis, Exactement tout. Il y a des trucs à piocher dans toutes les pêches, tout ce qui est dérive pour la pêche au toc. Après, tu peux aller sur plein de trucs, quoi. ouais. Donc, non, moi, j'étais très content. La pêche à la mouche, c'est une pêche que j'ai pas pratiquée depuis longtemps, mais j'étais très content de t'entendre me parler de ça. Encore une fois, je prends le point pour venir avec toi pêcher cette fameuse truite C'est ce que j'allais dire. Si qui tu me traverses manque. toute la France d'ouest en est, je t'attends volontiers et on ira Avec grand passer plaisir. des moments On, sympas au bord de l'eau. on le fera, on mettra des photos. Et à contrario, moi, si je vais dans l'autre sens, je viendrai pêcher le bar Carrément. avec toi. Carrément le bar, le homard, la vieille, très sympa la vieille à pêcher, Ouais, trop la vieille, sous-côté. moi, j'adore aussi, ouais, dans les cailloux et tout ça, Ouais, non, il y génial. a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bah écoute, merci Alex, et puis à très bientôt. Et ceux qui veulent te suivre peuvent aller sur Instagram, Alex Kiroman. On se trompe généralement pas en arrivant sur ton fil. Non, non, c'est mon pseudo depuis à l'époque du blog. Maintenant, les blogs, c'est plus trop suivi. Donc, j'ai toujours mon blog, mais même moi, je suis plus trop actif dessus. Mais sur Insta, ouais, il y a quelques photos qui passent. Et ben merci Alex, à bientôt. Merci à toi, à plus, Yann, ciao.